Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et je vous rappelle qu'il est très important que vous diffusiez au maximum cette vidéo autour de vous pour lutter contre la censure douce de YouTube, qu'on soupçonne fortement de diminuer la portée de nos vidéos. Au sommaire, aujourd'hui, d'abord l'image de la semaine, celle de la cérémonie des Césars. Puis nous nous intéresserons à un an de la présidentielle, à l'emprise d'Emmanuel Macron sur les médias. Nous analyserons ensuite l'actualité médiatique de la semaine dans notre traditionnelle revue de presse. Et enfin, nous verrons autour du Covid-19, les prévisions et les questions autour de l'épidémie. Immédiat numéro 340, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est celle de la cérémonie des Césars, une cérémonie aux accents très politiques selon France Info. Ah oui, et même très politiquement correct selon TV Liberté. C'était une opération de propagande. C'est assez souvent le cas d'ailleurs, mais là, il y a eu des images chocs en plus. C'était de la propagande de rang supérieur, oui, avec des images chocs un peu affligeantes, il faut bien le dire, à commencer par cette actrice au brancard qui s'est livrée à un striptease provocateur, mais quand même pas très attrayant, il faut bien le dire. Alors cette actrice qui a émergé, qui se fait connaître avec ce geste un petit peu nos futurs, là, barbouillé de sang, enfin bon. Elle a commencé quand même assez mal dans la vie. D'abord, c'est une fille de militante communiste. Bon, ça peut arriver. Elle l'était elle-même, a priori. Elle était elle-même militante communiste. Puis, elle a pas eu une période d'alcool, de drogue, de prostitution. Voilà. Puis, finalement, elle a connu son heure de gloire à 57 ans avec ce striptease sanguinolent. Voilà, il y a eu d'autres prises de parole. Par exemple, l'acteur Fari qui a déclaré en introduction de son intervention qu'elle allait être un petit peu islamo-gauchiste. Quelle originalité. Quelle originalité. Mais c'est le vocabulaire infuse en tout cas. Oui, oui, absolument. Oui. Et on a eu le Télégramme qui a titré « Les Césars rompent avec le passé et sacrent deux jeunes acteurs issus de la diversité ». Alors, c'est intéressant parce que le meilleur acteur, effectivement, est un acteur arabe, Sami Bouia. Et le meilleur espoir est un acteur noir, Jean-Pascal Zadi. Alors Jean-Pascal Zadi, il est arrivé et il a fait très fort puisque il a fait l'éloge d'Adama Traoré. On se souvient que l'an dernier, pour les Césars, il y avait eu une opération cette fois différente, un peu de nature féministe, anti-Polanski, et Adèle Haenel avait quitté la salle avec beaucoup de bruit, beaucoup de spectacles, sous prétexte qu'il s'agissait d'un harceleur, voire d'un violeur. Et ben là, pas de problème. On a fait l'éloge aux applaudissements généraux d'Adama Traoré, l'homme à la fourchette, puisque son co-détenu a reçu de l'État des indemnités pour les viols dont il a fait l'objet. Ouais, en prison, il aurait donc violé son co-détenu. Enfin, en tout cas, la justice a indemnisé le co-détenu pour ses faits. Voilà ce qu'on peut dire, mais ça fait rien, ça reste un saint et un héros, bien entendu. C'est vrai que la différence de traitement est saisissante. Alors, on a eu des réactions médiatiques à ce spectacle. On a par exemple Olivier Truchot des Grandes Gueules, Corinne Massiero à poil. En fait, ils ont décidé de se saborder définitivement. Et puis un tweet que j'ai récupéré qui m'a semblé assez amusant. Une internaute qui se demande est-ce que c'est la cérémonie des Césars ou bien un meeting du Front de gauche. Un meeting tendance Front de gauche modéré, alors. Enfin, le Front de gauche empire. Oui, parce que là, c'est assez violent. Et puis, le Figaro qui attaque la cérémonie en parlant de la plus calamiteuse de l'histoire.
Et Jean-Yves, des audiences catastrophiques. 2,6 millions l'an dernier, ce qui était déjà en baisse, hein, et 1,4 million cette année, c'est-à-dire pratiquement la moitié. Ce serait d'ailleurs intéressant, mais après, ça demanderait beaucoup de travail, mais de reprendre les différents Césars tels que nous avons traités dans Immédiat, parce qu'on les traite à peu près tous les ans, mais c'est vrai que ça a tendance à être quand même de pire en pire, quoi. Ah oui, là, avec cette année, c'est... C'est-à-dire, on croit avoir touché le fond de la piscine, et crac, il y a une trappe qui s'ouvre, et on repart encore plus bas. C'est vrai que c'est assez incroyable, et le mot de la fin pour Gabriel Cluzel, qui tweet à propos de ce striptease un peu qui se prétend transgressif. Donc elle déclare « La transgression aujourd'hui, c'est l'élégance, la classe, la finesse, l'humilité et le talent. » Ouais, bah alors, il ne faut pas les chercher au César. Hein. Non, ça c'est clair et net. Bravo en tout cas à Gabriel Cluzel pour ce tweet très bien ciselé. Oui, complètement. Et qui, de toute façon, la transgression, c'est ça. Le vrai punk aujourd'hui, c'est la beauté, la classe et l'élégance. Voilà. Tout simplement. Passons au premier sujet présidentiel, l'emprise de Macron sur les médias. À un an de l'élection présidentielle, réalisons un petit tour d'horizon de l'emprise d'Emmanuel Macron sur les médias, en commençant par cette nomination, Cyril Graziani en route pour prendre la tête du service politique de France Télévisions. Cyril Graziani, qui est un journaliste qui parle en direct avec Macron et de manière régulière, note un confrère dans Le Figaro. Cela suscite d'ailleurs beaucoup de jalousie. Le Figaro qui continue. Recruter un journaliste proche de Macron aurait potentiellement la vertu d'aider le service public à revenir dans la course aux interviews. Et d'un autre côté, un tel recrutement pourrait être perçu comme un parachutage alors que se profile l'élection présidentielle et mettre en doute l'indépendance du service public vis-à-vis de l'État actionnaire. Du côté du Monde, eh bien, la nouvelle est aussi commentée. Cyril Graziani avait fait part de sa future prise de fonction à certains membres du service avant même que sa prédécesseur ne soit informé de sa prochaine éviction, note Le Monde. Et Le Monde qui donne la parole à un collègue. Changer de chef du service politique de France Télévisions un an avant une élection présidentielle est maladroit. Cyril Graziani se vante lui-même de commenter The Voice avec le président le samedi soir par texto, assure un autre confrère. Et un membre de la rédaction de France Info conclut « Ces nominations relèvent plus d'une volonté de faire plaisir au pouvoir que d'une vraie envie de mettre les gens au pas. Les journalistes ne sont pas aux ordres. » Voilà la conclusion, Jean-Yves. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, indépendamment du fait de savoir si les journalistes sont aux ordres ou pas, on y reviendra tout à l'heure, puis je pense que nos spectateurs ont quelques idées sur la question, il faut bien comprendre quel est le rôle du rédacteur en chef, du chef du service politique. En fait, c'est un rôle essentiel. C'est le rôle qui consiste à choisir les sujets, à choisir le temps qu'on consacre au sujet, à choisir l'angle des sujets. Et par là même, c'est ce qui crée le climat d'une élection. Parce que les gens vont voter plus ou moins dans un sens, plus ou moins dans un autre, vont se mobiliser plus ou moins dans un sens, plus ou moins dans un autre, en fonction du climat de l'élection. Et donc, c'est absolument essentiel. À la limite, même dans l'hypothèse que je ne crois guère que le journaliste derrière est indépendant, il traite quand même le sujet qu'on lui dit de traiter, et si on lui donne 30 secondes, il fait 30 secondes, ouais. Si on lui donne 5 minutes, il fait 5 minutes. Voilà, ouais. C'est tout. Après, oui, c'est un rôle énorme. À la limite, quel que soit ce qu'il dit. Donc c'est tout à fait central de mettre à la manette des hommes proches du pouvoir et de Macron. Voilà. Ouais, un an d'élection présidentielle, c'est évidemment pas innocent. Et ce qui est intéressant, c'est que Laurent Guimy, qui est le directeur de l'information de France Télévisions, a été questionné par le JDD sur cette nomination. Et il a assuré « France Télévisions est plus indépendant que jamais ». Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est orwellien. Je pense qu'il s'amuse. Alors, il dit ça, et il dit ça au JDD, c'est-à-dire le journal de Lagardère, qui est dépendant du pouvoir. Il a reçu récemment, d'ailleurs, une aide de 500 millions d'euros. Voilà, donc c'est assez amusant. Et quant à l'indépendance, on avait dit, ce qui nous avait quand même assez surpris, même nous avait surpris, que les rédacteurs, les journalistes de France Télévisions ont un intéressement à traiter une prime, ce sont des chasseurs de primes, en fonction du fait qu'ils mettent dans leur reportage
de la diversité, entendez des origines ethniques différentes des origines ethniques françaises traditionnelles, et de l'Union européenne. Donc, ils sont indépendants, mais enfin, ils sont primés quand ils vont dans le bon sens. C'est ce qu'on appellerait presque un publi-reportage, en l'occurrence, quasiment. Oui. Donc c'est effectivement l'indépendance, on en est loin. Alors, autre actualité médiatique qui a un petit peu trait avec cette prise de pouvoir des proches d'Emmanuel Macron dans les médias, eh bien, c'est la vente du groupe M6 RTL qui est actuellement étudiée. Les prétendants ont déposé leurs offres et le magazine Challenge note que la vente de M6 attise convoitise et grande manœuvre, Jean-Yves, ce qui n'est pas forcément étonnant d'ailleurs. Alors, M6, c'était une très belle télévision populaire, avec des émissions populaires comme Top Chef, comme Chercher un appartement ou une maison. Donc, ça touche une clientèle qui est tout à fait important, un segment électoral important, qui correspond d'ailleurs un peu au segment électoral de Marine Le Pen en termes sociologiques. Et donc, évidemment, le pouvoir, il veut prendre ça en main. Alors, il y a plusieurs candidats. Il y a Bolloré, je crois, le groupe Vinci, mais en fait, il y a tous les gros. Il y a tous les grands. Il y a TF1, qui a une offre économique relativement intéressante, puisque il pourrait faire de la synergie entre les deux télévisions. Théoriquement, selon Capital, et selon des observateurs, c'est l'offre la plus correcte économiquement. C'est la plus correcte économiquement, mais la plus correcte politiquement, c'est la troisième. C'est celle de Niel, Pigasse, Capton, c'est-à-dire, là aussi, Niel, c'est Le Monde, Niel, c'est Nice Matin, Niel, c'est la Provence. Il a l'alliance d'Arnaud, d'ailleurs. Arnaud, c'est le Parisien. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Bernard Arnault qui soutient cette proposition de Xavier Niel. Cette offre, donc ils ont les moyens. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de surenchérir éventuellement. Le CSA va donner son avis. Quand on connaît la manière dont fonctionne le CSA, on peut se demander s'ils ne pousseront pas la solution Niel, Pigasse et compagnie, qui a priori est quand même la plus intéressante du point de vue du pouvoir macronien. Voilà. Même si le groupe Bouygues n'est pas non plus un opposant féroce. Le groupe Bouygues n'est pas un opposant féroce, mais il ne faut pas en être trop dépendant non plus. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc on verra laquelle des offres sera la victorieuse dans cet appel d'offres, soit la plus économiquement correcte, soit la plus politiquement correcte. On verra ça, on suivra ça évidemment dans les médias. Et j'arrive pour conclure un petit peu cette partie sur l'emprise d'Emmanuel Macron dans les médias. Eh bien, quel regard on peut avoir à un an de l'élection présidentielle sur cette emprise ? Il a déjà tout le bloc Lagardère, c'est-à-dire Paris Match, puis un certain nombre de radios. Il y a BFM avec Fogiel, qui est vraiment son homme. Il y a France Télévisions avec Madame Ernotte. Il y a Radio France avec Sybille Veil, qui est une ancienne camarade de promotion de l'ENA de Macron. Enfin, ça se présente pas mal, finalement, cette élection. Voilà. Alors, le seul groupe qui échappe en partie à cela, c'est Bolloré, notamment avec CNews, une partie de CNews, et puis bien sûr les médias alternatifs, mais qui n'ont pas la puissance de feu. On n'a pas de milliardaires pour soutenir TV Liberté, ça c'est clair. Voilà, il y a d'un côté des croiseurs et de l'autre il y a des canaux, quoi. Voilà. Oui, mais la guerre asymétrique, ça peut quand même être remporté par le petit. Absolument, voilà. Donc voilà. Puis au moins à TV Liberté, on est pour le coup totalement indépendant du pouvoir en place. Ça c'est clair. On est dépendant, chers amis, de vous, de vos dons. Il n'y a pas de milliardaires derrière TV Liberté, mais il y a une multitude de petits donateurs. Donc mobilisez-vous, on a besoin de vous en permanence. C'est vrai. Vous voyez qu'on développe le nombre des émissions, voilà. Ouais, effectivement, et on s'attache à analyser un petit peu cette emprise d'Emmanuel Macron et de ses proches dans les médias, et ça sera un sujet évident durant l'année qui vient avant la présidentielle. Passons à la revue de presse. Et
Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, Jean-Yves, on va outre-Atlantique, puisque le prestigieux, n'est-ce pas, magazine Time... Qui nous a expliqué comment Biden avait pu être élu grâce à une série de manœuvres c'est vrai. Que d'autres que nous pourraient qualifier de complotistes. Eh bien, en tout cas, le Time a mis en une Elliot Page, qui est une personne transgenre, puisque son identité précédente, c'était Ellen Page, c'est-à-dire une actrice qui a fait des films reconnus. Et donc, désormais, elle est devenue un homme. En tout cas, elle veut qu'on la considère comme un homme. Et elle est en une du Time. Alors ça, c'est un élément de promotion de la déconstruction. Parce qu'on veut déconstruire le sexe, on veut déconstruire le genre. Et donc, on va toujours chercher un peu plus loin. Il y a eu une certaine promotion des sexualités, on va dire, diverses ou alternatives. Maintenant, on est dans le changement de sexe, ce qui est quand même quelque chose de difficile, on va dire, ne serait-ce que pour des raisons biologiques. Mais on va toujours plus loin. Ouais. Moi, je vous annonce, c'est d'ailleurs, je ne suis pas le premier, puisque un autre l'a fait avant moi, c'est François Bousquet. Je pense que dans quelques années, au train où on va promouvoir le cannibalisme. Parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ça irait un peu loin, mais... Non, mais pourquoi? Vous êtes cannibalophobe? Oh là, mais quand même, attention. Attention. Là, je serai intransigeant là-dessus. Je connais pas de cannibalophobie, je vous prie. Je connais la démonstration de Bousquet, c'est vrai que c'est pas complètement impensable. Allez la voir, allez dans un de ses livres, aller sur le site de l'Iliade, puisqu'il avait prononcé sa conférence à l'Institut Iliade. Non, c'est la prochaine étape. Alors, il y a peut-être une étape intermédiaire, on ne sait pas. Mais... En tout cas, ce qui est intéressant sur cette une du Time, qui est à la fois la une papier et la une numérique, donc vraiment il y a le paquet là-dessus, c'est que c'est censé nous donner une image positive du transgenrisme. Et là, on n'a pas l'impression du tout que Elliot Page ou Ellen Page est très épanouie. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça donne une impression de tristesse, finalement. Oui. Bon. Autre Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs que c'est sous le titre « Identité », alors que c'est d'un certain point de vue la négation de l'identité ou la mise en cause de l'identité. Très juste. Ou la remise en cause d'une identité. Alors, autre actualité médiatique de cette semaine, c'est l'enquête de Mediapart sur une filière néo-nazie au sein de l'armée française, avec un deuxième article, néo-nazi dans l'armée, la longue litanie des cas isolés. Ah là. Ah, ça fait peur. Ça fait peur. Quand on lit ça, on a l'impression qu'il y a vraiment une filière de recrutement néo-nazi. Alors, c'est intéressant le mot filière, parce qu'il y a quelques cas isolés de gars qui font un folklore plus ou moins de bon goût. C'est parfaitement marginal. Et hop, on fait monter tout ça en mayonnaise. Le terme filière, effectivement. Et le terme filière, il n'y a pas de filière islamiste, bien sûr. Il y a des tas d'attentats islamiques, mais il n'y a pas de filière isolée. Il y a des cas isolés. Et là, dans l'armée, il y a, en plus, quand on dit filière, il y a des gars, dans les gars cités, il y en a qui sont en Guyane, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont ailleurs. Enfin bon, c'est complètement... il n'y a pas d'organisation néo-nazie au sein de l'armée. Il y a des types qui font un folklore plus ou moins de bon goût sur les réseaux sociaux. Quoi, voilà. En tout cas, Mediapart, fidèle à ses habitudes, attaque tout ce qui représente un petit peu le symbole de l'État, notamment l'armée, via cette affaire. C'est pas une nouveauté. Et Mediapart... Les généraux doivent trembler. Ouais. Figurez-vous ils sont... Non, les généraux doivent trembler. Ils doivent vraiment trembler en plus. Absolument, parce qu'il y a beaucoup de généraux qui n'ont jamais connu le feu, mais ils connaissent le feu médiatique. Quand même. Ça par contre, pour le coup, oui. Alors, Mediapart toujours, avec cet article... Les youtubeurs de la haine, un néofascisme débonnaire qui attaque donc ces youtubeurs qui, disent-ils, sous le couvert de l'humour, déclare Mediapart, le discours néofasciste qui a conquis un public large et jeune. Donc on voit Julien Rochdy en une, mais on parle également de Valek, de Stéphane Edouard, d'autres youtubeurs connus. Mediapart, là aussi, qui est dans l'attaque. Mediapart, là, a pour objectif de faire couper les comptes. Voilà, de faire ralentir les comptes. C'est un objectif de censure. Et donc, on commence par la délation. Et évidemment, on frappe des comptes qui marchent bien, qui ont un public. Il y a 100 000 abonnés pour Rochdy. Voilà, tac, on essaye de censurer. Voilà, Mediapart est tout à fait dans son rôle. Délation, dénonciation, disparition. Et on rappelle que effectivement la censure douce de YouTube existe et que pour la contrecarrer, il est vraiment fondamental que vous diffusiez au maximum cette vidéo immédiate, bien entendu, mais aussi
d'autres vidéos qui pourraient être censurées à vos proches, à vos amis, puisque eh bien, il faut, pour contourner la censure, on compte sur vous. C'est vous qui nous permettrez d'y échapper. Jean-Yves, votre actualité médiatique, sur Europe 1, Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, était l'invitée de Sonia Mabrouk. Et Sonia Mabrouk l'a interrogée sur ces fameuses réunions étudiantes non mixtes, c'est-à-dire interdites aux Blancs. Les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-mixité, eh ben effectivement, il y en a en non-mixité femmes, par exemple. Les femmes de l'UNEF se réunissent en non-mixité. Mais est-ce que vous avez des réunions où les Blancs sont exclus, Madame Luce? La question est simple. D'accord, la question est simple, la réponse aussi. Aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc on organise des réunions pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. La question, c'est pourquoi vous trouvez ça problématique qu'il y ait des réunions de personnes qui s'organisent, qui discutent simplement des discriminations qu'elles subissent quand ce sont des personnes qui sont racisées et pas quand ce sont des femmes. Pourquoi? La non-mixité, donc, n'est pas une discrimination à vos yeux. On l'entend ce matin. Pourquoi on considère ça différent quand ce sont des personnes qui parlent simplement du racisme qu'elles ont pu vivre et quand ce sont des femmes qui parlent du racisme, du sexisme qu'elles ont pu vivre? On entend votre argumentaire. Sonia Mabrouk interroge la présidente de l'UNEF avec une certaine énergie pour lui faire reconnaître qu'il y a certaines réunions qui sont entre non-blancs interdites aux blancs. Ce que d'ailleurs la présidente de l'UNEF reconnaît, après avoir dit mais c'est normal, il y a des réunions où il n'y a que des femmes, il y a eu des réunions où il n'y a que des non-blancs. Alors, bravo à Sonia Mabrouk d'avoir fait acter cela. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi dont personnellement je souhaite l'abrogation. Une loi qui interdit les discriminations au regard du sexe ou les discriminations au regard de la race. Personnellement, ça s'appelle la loi Pleven. Personnellement, je suis pour l'abolition de cette loi et je suis pour la liberté. Si des gens veulent se réunir entre femmes, pourquoi pas? Si les gens veulent se réunir entre non-blancs, pourquoi pas? À une condition quand même, c'est qu'à ce moment-là, on permette aussi aux hommes de se réunir entre hommes, si ça les amuse, ou aux blancs de se réunir aussi entre blancs, si ça les amuse. Voilà. La liberté, où on applique la loi à tout le monde, ou on supprime la loi. Voilà. Ouais. C'est ça la vraie question. Mais indépendamment de ça, bravo quand même à cette journaliste, que c'est pas la première fois qu'on la cite, qui fait le travail. Quoi. Effectivement, voilà. Ça change un petit peu. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Exactement. Alors pour conclure cette revue de presse, Jean-Yves, eh bien, on va se rendre au musée, qui n'ont pas encore forcément réouvert, hein, mais par contre, qui sont au centre d'une polémique, puisque le Figaro nous apprend que les musées du Louvre et de Carnavalet pourraient bien renoncer aux chiffres romains pour des questions de compréhension du public. Oui, alors, c'est une régression de civilisation et quand même assez rapide. Parce qu'il y a une collection de livres pour enfants sur l'histoire de France qui a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années, où évidemment, tous les rois, toutes les dates, c'est en chiffres romains. Oui, normal. Donc, les enfants d'il y a 20 ans, même s'ils avaient 10 ans à l'époque, ils n'ont que 30 ans. Et donc, on voit à quel point la régression avance. L'éducation nationale, c'est des champions. Hein. Ouais, mais là, c'est vraiment la médiocratie, quoi. En fait, et puis, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à chaque fois qu'on descend, on prépare la descente d'après. Ouais. Oui, c'est comme les Césars, quoi, finalement. C'est comme les Césars, oui, c'est un peu comme les Césars. Ouais, on croit avoir touché le fond de la piscine et il y a une trappe qui s'ouvre. Ouais. Donc, au lieu d'élever, on nivelle, tout simplement, ce qui est on nivelle par et le même bas. On abaisse. Oui, on abaisse, mais on abaisse. Ce qui est vraiment déplorable. Passons au deuxième sujet, Covid-19, des prévisions et des questions. Et pour ouvrir ce deuxième sujet, nous allons nous intéresser à l'émission Envoyé spécial qui a enquêté sur l'origine du Covid-19 et qui tweet « 3 mois avant le début de la pandémie, la base de données de l'Institut de virologie de Wuhan est supprimée. Selon Bruno Canard, virologue, s'ils ne veulent pas donner accès à cette base, c'est qu'ils n'ont pas envie qu'on aille regarder dedans. » Jean-Yves, Envoyé spécial Envoyé spécial reprend la thèse qui était qualifiée d'abominablement
complotistes il y a un an, à savoir que le virus est sorti du laboratoire. Et peut-être sorti du laboratoire. C'est une possibilité. Peut-être sorti Enfin, si, c'est quand même la thèse implicite. Oui, là... c'est pas forcément exact, mais c'est la thèse implicite. On a oublié le pangolin, le malheureux pangolin qui a bien servi, sans doute, à cacher un petit peu une hypothèse plus discutable, plus forte. Et je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que là, on marche sur des œufs sur cette question du Covid-19, puisqu'on a déjà eu une censure sur votre chaîne, Jean-Yves, de Immédiat à propos du Covid-19. Donc, on est très précautionneux. Voilà. Alors, Jean-Yves, nous tournons cette émission et on n'a pas eu les annonces du gouvernement sur un possible reconfinement en Ile-de-France ou pas. On se doute qu'il va y avoir des mesures qui sont sur le point d'être prises. Un confinement de 3e type, paraît-il. Ouais. Bon. Donc, mais on n'a que des bruits de couloir pour le moment. On ne peut pas s'assurer de ça. Mais par contre, il y a bien un reconfinement qui est envisagé quand même. Oui. Donc on va suivre ça. Et un reconfinement qui est envisagé puisqu'il y a une hausse du nombre de patients en réanimation. C'est relevé par les observateurs. Mais certains observateurs notent malgré tout que si le nombre de patients en réanimation est bien en hausse, le nombre de décès reste le même. On est sur un plateau descendant globalement. Et la différence entre ces courbes qui s'éloignent brusquement, elle interroge quand même. Alors, ce qui t'interroge, c'est que les courbes ont longtemps été très, très, très parallèles. Ouais. Très, très parallèles. Et donc, évidemment, c'est assez normal de se poser la question. Alors, il y a une première explication qui est mise en avant par certains médias, et selon laquelle il s'agirait d'une population plus jeune, qui mourrait moins. Qui serait en réanimation, et donc qui mourrait moins, effectivement. Alors, c'est ce que nous dit BFM. Alors, c'est ce que nous dit RMC, le groupe RMC BFM, effectivement, qui insiste sur l'arrivée en réanimation de patients plus jeunes. On va regarder le reportage tout de suite. Le profil des patients atteints du Covid, hospitalisés en réanimation, a changé ces derniers mois. Les patients sont plus jeunes et ils n'ont pas forcément de comorbidité. Un grand gaillard, musculeux, athlétique et sous oxygène. Je m'appelle Daniel, donc j'ai 47 ans. 47 ans. Et surtout, pas d'antécédents de santé qui auraient pu faire craindre à Daniel de se retrouver là, à l'hôpital, après avoir contracté le coronavirus. Ici, par rapport à la première vague, 2 fois plus de patients sont âgés de 45 à 50 ans. Et davantage de cas ne présentent pas de comorbidité. Pour le docteur Avenel, c'est le variant anglais responsable de 70% des contaminations dans cet hôpital qui est à l'origine de cette évolution. Et c'est inquiétant. On part toujours des lits de réanimation. Attention aussi derrière, c'est des gens qui meurent, des gens jeunes de plus en plus. Donc il faut aussi dire, est-ce qu'on doit tolérer ça ? Et cela pose même la question de la pertinence de la stratégie vaccinale française, avance ce médecin réanimateur. Une stratégie axée en priorité vers les personnes âgées et à risque. Oui, alors d'abord une remarque. Il y a en Ile-de-France actuellement 1160 cas graves en réanimation. Avec beaucoup de cas divers. On choisit un cas d'un grand gaillard assez jeune sportif. Un cas sur 1000. Et évidemment, c'est lui qu'on voit, puisque c'est sur lui qu'on fait le reportage. Ensuite, on nous dit il y a 2 fois plus de gens jeunes. On ne sait pas de quel âge. C'est 40 à 50 ans, je crois. Bon, 40 à 50 ans, et 2 fois plus, mais on ne sait pas sur quel chiffre. Ouais, exactement. Quel chiffre, ça on ne le dit pas. Et puis on dit il y a davantage sans comorbidité. On ne dit pas non plus. Donc on est dans le flou. Dans le flou journalistique. Ouais. Et en fait, si on regarde les chiffres, Meillan, sur son compte Twitter, qui fait un travail tout à fait remarquable, de mise des données statistiques officielles en tableau, montre que la répartition par âge est à peu près stable. Enfin, globalement la même. Stable depuis des mois, c'est à peu près toujours les mêmes tranches d'âge qui sont concernées. Il n'y a pas de variation notable. Donc, l'augmentation du nombre des cas de personnes situées en réanimation ne s'explique pas par
en quelque sorte l'explication de BFM TV et de RMC. Effectivement, cette différence entre cette hausse subite du nombre de réanimations par rapport à la courbe des décès journaliers, elle ne s'explique pas par la question des jeunes, du coup. Il faut donc chercher ailleurs. Et eh bien, sur CNews, le professeur Perromort a donné une hypothèse au conditionnel très intrigante. Et je m'aperçois que depuis plusieurs semaines, les admissions à l'hôpital, dans les services conventionnels, baissent. Simultanément, les admissions en réanimation augmentent. Et donc, il y a une discordance et personne n'est capable de me l'expliquer. Il y a deux hypothèses, à mon avis, sur la table. Soit le nouveau variant anglais est beaucoup plus agressif. Il touche des personnes plus jeunes qui, d'emblée, ont des formes plus graves et donc arrivent en réanimation directement sans passer par la case hospitalisation conventionnelle. C'est ce qu'a dit un peu Olivier Véran hier soir. Ce qui me paraît un peu tendancieux. Soit on a modifié, dans certains services, dans certains endroits, les critères d'admission en réanimation. Et je sais qu'il y a des bruits qui courent et qui disent que les critères qui font rentrer les patients en réanimation sont très hétérogènes, ne sont pas du tout standardisés. Et certaines mauvaises langues disent, moi je ne suis pas là pour juger, que dans certaines réanimations, eh bien, on ferait rentrer des patients qui pourraient très bien aller dans des services conventionnels. Expliquez-moi quel serait l'objectif de faire rentrer des patients qui ne mériteraient pas la réa en réa. Alors, écoutez, moi je n'en vois aucun sur le plan éthique, ça c'est sûr. Mais on a bien vu que le débat confinement, non-confinement avait fait des mécontents. Donc, ce que et il est tout à fait possible que dans certains endroits, dans certains hôpitaux, des mécontents, pour, entre guillemets, montrer leur mécontentement, eh bien, saturent à dessein certains services de réanimation. Bon, le ton est assez mesuré et prudent, mais le discours est assez radical. Alors, ça peut aussi se comprendre. C'est un professeur d'urologie. Lui, on lui a cassé une partie de son activité et une partie de ses malades, eh ben, on leur a demandé de différer les opérations. Donc lui, il voit le bilan négatif du point de vue de sa spécialité. Donc, en tout cas, c'est quand même une grave accusation. Ça l'amène à critiquer les médecins d'autres spécialités, en fait. Ça revient un petit peu à ça. Il y a un petit peu une guerre des spécialités derrière cela. Alors, il y a d'autres explications, effectivement, possibles. On est dans les hypothèses. À cette discordance entre le nombre des réanimations et le nombre des hospitalisations et le nombre des décès. Et là, c'est Martin Blachier qui émet une hypothèse. Voilà. Une hypothèse qui finalement se rapproche un petit peu de celle du professeur Perromort en enlevant le côté intentionnel et polémique, mais qui est assez cohérente. On va l'écouter tout de suite. Il faut comprendre que dans la tête d'un réanimateur, un patient n'est bien pris en charge qu'en réanimation médicale. Donc si vous avez des lits qui sont disponibles en réanimation médicale, des patients qui pouvaient être pris en charge ailleurs, essentiellement en optiflow, c'est pas encore l'intubation, c'est l'étape d'avant, sont passés en réanimation médicale parce qu'on considère qu'ils seront mieux pris en charge. Donc finalement, c'est pour le bien du patient. Mais quand on interprète les chiffres, on est obligé de prendre en considération ce phénomène. Sinon, on est catastrophé par une explosion des réanimations. Oui, alors là, l'explication est finalement plus raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, il y a eu des instructions consistant à suspendre un certain nombre d'opérations pour laisser des places disponibles en cas de réanimation, de besoin de réanimation. Eh bien... les places disponibles, assez naturellement, elles sont occupées et on peut, c'est ce que dit Blachier, on peut envoyer des gens qui auraient pu rester au stade en deçà et qui sont plutôt pas plus mal là d'ailleurs, peut-être même mieux. Oui, mais c'est parce qu'ils sont mieux, du coup les médecins veulent les mettre en réa. Après, il ne faut pas en tirer des conclusions excessive quant à l'évolution de l'épidémie. Surtout que c'est plutôt bon signe, puisque si des gens sont sous optiflow, c'est-à-dire un flot d'oxygène léger, sont placés dans les lits de réanimation, c'est parce qu'ils sont forcément un petit peu mieux traités, mais ça veut dire aussi qu'il y a des places disponibles, finalement, en réanimation, qui ne sont pas prises par des cas plus graves. Et donc, finalement, cette hausse des entrées en réanimation, finalement, c'est plutôt
ça semble plutôt pouvoir être une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a des places qui se sont libérées. Bon, c'est difficile de voir. D'ailleurs, tout ce débat est très compliqué. Par exemple, quand on compare les lits de réanimation en France et en Allemagne, il y en a beaucoup plus en Allemagne, mais la définition peut-être pas exactement la même. Là, on est dans des... C'est le problème des statistiques publiques. Hein. Les données... elles sont complexes à les réunir. données, elles sont complexes, forcément. Même indépendamment de toute volonté de dissimulation et de manipulation, les données sont par nature complexes. Eh bien, une statistique qui nous vient du Canard enchaîné. En mars 2020, il y avait 2500 lits de réanimation en Ile-de-France. Et en Ile-de-France, aujourd'hui, on est à 1700 lits de réanimation, donc on a une baisse significative. Oui, alors là, c'est assez incompréhensible, franchement. Si l'information du Canard enchaîné est exacte, c'est quand même assez incompréhensible. Et bien justement, sur cette question de la saturation des réa et des lits, qui pourraient être ouverts pour soulager les réa, je vous propose d'écouter un médecin sur LCI. Moi, je suis dans un hôpital, on peut ouvrir 100 lits du jour au lendemain. Pourquoi on ne le fait pas? Vous êtes dans un hôpital où on pourrait ouvrir... À l'Hôtel-Dieu, bien sûr. La réal a été désaffectée il y a 5 ans. On l'a visité la semaine dernière. Tout est prêt, les fluides, l'oxygène, etc. Alors, on va nous dire, mais non, c'est pas une réa. Eh bien, alors, mettons des lits de pré-réa, justement. Ou des lits pour pouvoir faire sortir les malades de réa qui n'ont plus besoin de soins de réanimation, mais dont on est coincé. Ils sont coincés dans la réanimation parce qu'il n'y a pas d'aval. Il n'y a pas de lit d'aval. Mais on ne veut pas, et ça c'est l'autorité administrative qui ne veut pas créer de lits pérennes. Ils veulent juste pousser un peu les murs, faire un peu de show avec les transferts pour éviter d'assumer la responsabilité de dire on crée des lits, ce qui voudrait dire on a fait une connerie en les fermant ces dernières années. Voilà encore une opinion différente. Je dois dire c'est intéressant d'avoir ces points de vue-là, qui sont des points de vue de médecins. Qui sont ni plus ni moins qualifiés pour parler que d'autres médecins qui portent la parole peut-être plus officielle. Ce sont des professionnels qui parlent, qui ont des points de vue. C'est pas anormal qu'ils aient des points de vue différents d'ailleurs. Ça fait partie de la diversité, de l'appréhension du monde et de l'appréhension des difficultés d'une profession. Ça montre en tout cas que des solutions possibles. S'il y a de la volonté politique, globalement, il y en a. Volonté politique et administrative. Oui, mais enfin, le politique doit diriger l'administration, surtout en période de crise. Donc l'excuse, c'est les administratifs, ne me paraît pas acceptable, surtout en période de crise, puisque c'est le rôle du politique de prendre des décisions exceptionnelles. Dire c'est l'administration qui nous bloque, ça, c'est la négation du rôle du politique, qui fasse autre chose. Non mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais a priori il y a quand même une barrière administrative aujourd'hui, ce qui montre que les gouvernants sont peut-être pas au niveau, mais on emploie là encore du conditionnel bien sûr. Et pour finir ce petit tour d'horizon du Covid-19, Jean-Yves, eh bien, je vous propose un petit point sur les prévisions INSERM qu'on suit depuis quelques semaines maintenant. Oui. Donc ces prévisions qui étaient utilisées pour proposer un confinement. Il y a quelques semaines, Olivier Véran qui avait fait un point presse avec le 15 février. Oui, voilà, avec la chercheuse qui avait mené cette équipe de l'INSERM. Et donc... pour rappel, nous sommes aujourd'hui à environ 10 200 admissions hospitalières par semaine. Dans le cas, alors il y avait plusieurs scénarios. Chiffres officiels. Chiffres officiels, Santé publique France. Santé publique voilà. France, oui. Donc le scénario INSERM avait trois pistes. La première, s'il y avait un relâchement dans les attitudes générales et dans la répression, on va dire, sanitaire. S'il y avait ce relâchement, l'INSERM prévoyait 33 000 admissions hebdomadaires. Donc là, on est à 10 200. 3 fois plus. Ouais. 3 fois plus. Et il y a eu plutôt un léger relâchement. On sent quand même qu'il y a un relâchement général dans la population. Une certaine lassitude. Oui, voilà. Alors, autre scénario, si les mesures étaient renforcées cette fois-ci, alors peut-être pas jusqu'au reconfinement, mais avec des mesures sanitaires renforcées, eh bien 14 000 admissions hebdomadaires étaient prévues. Donc 14 000 par rapport à 10 200. 40% d'écart. Voilà, on est en dessous. Et si rien ne changeait dans les mesures, ce qui officiellement a donc été le cas, eh bien l'INSERM prévoyait 20 500 admissions hebdomadaires. C'est-à-dire 2 fois plus que ce qui est observé. Il faut savoir, c'est quand même intéressant, il faut savoir que ce sont ces études-là qui ont alimenté le climat depuis maintenant 1 mois. Ouais. Ce sont ces études-là qui sont démenties par les faits. J'ai vu que Libération avait publié un article pour dire que toutes les prévisions étaient vérifiées. Ouais. Alors, on n'a pas besoin de remonter très loin pour voir que la prévision
Elle promue quand même une étude INSERM promue par le ministre qui a fait la conférence de presse. Cette fois, c'était pas avec Karine Lacombe, c'était avec cette chercheuse italienne. Alors cette chercheuse, elle a trouvé des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. C'est très difficile de prévoir. Oui, on ne peut pas forcément lui jeter la pierre. C'est très difficile, bien sûr. Mais par contre, Olivier Véran, qui l'a fait venir en conférence de presse hebdomadaire, c'est un peu engageant politiquement, théoriquement. Enfin, pas certain qu'il en tire les conclusions. C'est d'ailleurs une spécificité française par rapport à d'autres pays, l'espèce de confusion entre le politique et le scientifique. Alors que ce sont deux domaines qui devraient rester relativement étanches. C'est le politique qui décide. Bon, et puis le scientifique, toujours éclairé par les scientifiques. Il émet beaucoup d'hypothèses dont certaines sont vraies, dont certaines s'avèrent justes, mais pas toutes. Mais on le voit sur le Covid, c'est-à-dire qu'on l'a vu là dans ce sujet, on a des points de vue différents qui existent sur la question de l'occupation en réanimation, par exemple. Mais par contre, les décisions politiques, elles sont toujours prises à l'aune du discours scientifique alarmiste. Alarmiste et confiniste. Oui, exactement. Voilà. Jean-Yves, vous avez un coup de chapeau pour terminer cette émission. Oui, j'ai un coup de chapeau pour une revue de réflexion et de philosophie, la Nef, qui est une revue catholique, qui s'affiche comme telle, mais qui a un numéro, je trouve, particulièrement intéressant. Avec un peu d'analyse sur le Covid, beaucoup d'analyse sur les libertés, un dossier sur les libertés publiques qui sont quand même mises en cause. Et puis un bel article d'Arnaud Imad sur l'Espagne et la volonté de rallumer la guerre des mémoires en Espagne, la volonté socialiste de rallumer une sorte de guerre civile mémorielle. Et puis, alors surtout, un papier particulièrement important de Pierre Manant, du philosophe libéral Pierre Manant, sur christianisme et immigration, et où il oppose le christianisme, la religion de l'humanité, qui est en train de se répandre aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans les discours du pape, au christianisme, alors que pour lui, ce n'est pas, d'un point de vue philosophique et théologique, ce n'est pas la même chose. Et c'est un article, je trouve, particulièrement intéressant. La Nef, d'ailleurs, se préoccupe quand même assez souvent des questions identitaires, qu'elle regarde sous un angle catholique. C'est intéressant. C'est assez agréable à lire. C'est pas de la BD, mais c'est agréable à lire, voilà. Très bien, mais écoutez, c'est noté. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, diffusez-la au maximum autour de vous. C'est très important pour lutter contre la censure. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.